Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois, donc que je vais animer tous les lundis soirs à partir de 20 heures. Donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Hamida Boudgata, qui est le président de l'association des locataires indépendants de Strasbourg. Donc je vous souhaite la bienvenue. Merci Keeper pour l'invitation. Shukran. Et également Jamel Roujdi, qui est le vice-président de l'association. Donc merci bienvenue. Pour l'invitation. Voilà, donc c'est une association, comme vous l'avez compris, de défense de locataires à Strasbourg. Ils sont élus au conseil d'administration de CUS Habitat depuis décembre 2014. Donc ils siègent, notamment Hamida qui siège au conseil d'administration de CUS Habitat. Nous sommes là justement pour comprendre la démarche de l'association, ses objectifs, qu'est-ce qu'elle fait exactement sur le terrain et comment se passent également les réunions de conseil d'administration de CUS Habitat. Donc si vous pouvez nous dire, nous présenter votre association, vos objectifs, à quoi correspond exactement, de quelle manière vous déclinez votre travail sur le terrain. Alors en préambule, au demeurant, notre structure s'est créée, on va dire, suite à malheureusement une situation discriminatoire. Voilà. Malheureusement, initialement, nous, on n'avait peut-être pas vocation à se retrouver au sein d'un conseil d'administration composé de différents élus, que ce soit de la municipalité de Strasbourg, des représentants de la préfecture. Donc, il s'avère qu'il y a en 2010 plutôt, j'ai voulu être muté au sein d'un logement social où je résidais. Hein. J'ai grandi sur le quartier de l'Elzo. Et on se marie, on change de quartier, on se retrouve à Haute-Pierre, on veut revenir dans le quartier où on a grandi. Et lorsqu'on demande aux responsables de l'office en question chargé de limitation de déménager, le dossier est fait. Et là, soudainement, on apprend que un dossier a été évincé. Pourquoi? Je ne sais pas, par un autre responsable d'un autre secteur qui s'occupe du secteur de l'Elzo. À partir de là, on décide finalement de ne pas rentrer dans un processus de victimisation, mais plutôt de participation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On saisit que ce soit la direction, le directeur général, le président. Bon, on nous fait un petit peu on noie le poisson, on n'a pas de réponse. Alors, à ce moment-là, on décide de créer une structure associative pour pouvoir se présenter. C'est dans ce cadre-là et ce contexte-là qu'a vu le jour l'association Alice, dans les grandes lignes. Et à partir de là, épaulé de Jamal et de différents jeunes sur les quartiers de l'Eurométropole. Hein. Alice, c'est pas qu'un quartier, c'est toute l'Eurométropole, c'est ça sa particularité. C'est tout le parc locatif de CUS Habitat. Du bailleur social, tout à fait, c'est ça. Qui est également une société d'économie mixte et dont le président est un élu. C'est ça. Philippe Bis, pour ne pas le citer. Philippe Bis, qui est actuellement le président. C'est le président non seulement de CUS Habitat, mais également de Habitation Moderne. Donc, ça, il faut le savoir. Tout à fait. Donc, suite à ce que je viens d'expliquer, on a décidé c'était un petit peu compliqué parce que vous savez, le monde des associations de locataires, il faut prendre en compte différents éléments. C'est qu'il y a ce qu'on appelle des associations dites nationales, hein, qui sont les grandes fédérations, voilà, qui sont reconnues au niveau de l'État. Et puis il y a les associations dites locales. C'est des associations qui se créent au niveau du tribunal d'instance, comme la vôtre. Tout à fait. Et donc on a créé on va dire un remue-ménage lorsqu'on s'est présenté, parce que il y avait ce qu'on appelle les associations dites historiques qui étaient tout le temps présentes, mais malheureusement, il faut le dire, qui ne représentaient pas la grande majorité des locataires. En tous les cas, c'est ce que nous, on pense, c'est que les associations qui siègent depuis X temps, parce qu'elles ont toujours siégé, alors on va les citer, c'était la CNL et la CSF, donc ils se sont toujours partagés donc les sièges, parce qu'il y avait 4 sièges à pourvoir, donc c'était 2 et 2. Systématiquement, ils étaient élus. Parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de concurrence, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 20 000 logements, je pense que c'est à peu près ça, et quasiment 20 000 logements, et lorsque les gens votent, cette élection elle a lieu tous les 4 ans, et
ça rassemble à peu près combien de pourcentage? 20%, 30%? Il y a très peu de gens qui votent, hein, ça faut le savoir. Donc le taux de participation était faible. Il est très faible 20%. par rapport au nombre de personnes. Qui peuvent voter, qui ont le pouvoir de voter. Sur 20 000, je pense que nous, donc en 2014, lorsqu'on a participé donc, à cette élection, je crois qu'il y avait à peu près 3500 personnes qui ont voté. Donc si vous convertissez ça en pourcentage, ça ne fait pas beaucoup. C'est à peu près 20%. C'est à peu près 20%. Donc juste pour revenir à ce qu'elle a dit Hamida, nous on s'est constitué, pourquoi? Mais parce que tout simplement on a été victime de discrimination, on a vu les problèmes et on a vu que quand on se présentait chez QS Habitat pour essayer de régler nos problèmes, ben, ça ne fonctionnait pas, du moins on avait du mal. Alors à ce moment-là on s'est tourné vers les associations dites représentants des locataires. Qui ne vous ont pas aidé? Qui nous ont pas spécialement aidés, et c'est là à ce moment-là où on s'est dit bon, je pense que il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on rentre dans ces associations. C'est très bien. Il l'a très bien dit, Hamida, vous êtes dans une démarche de participation. Exactement. Et ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est-à-dire que en très peu de temps, vous avez constitué une association, vous avez participé aux élections, d'accord? Et on a remporté un siège. Et vous avez remporté un siège. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes membre dans le conseil d'administration de QS Habitat. Exactement. Donc je demande aux téléspectateurs d'être attentifs. La personne qui est à ma droite, qui s'appelle Hamida Boudgata, donc il est actuellement au conseil d'administration de QS Habitat. Donc lors des élections de décembre 2014, il a participé aux élections et ils ont été élus. Donc aujourd'hui, l'ensemble des Strasbourgeois qui nous écoutent, des téléspectateurs qui sont aujourd'hui en face de leur smartphone, de leur télé et qui nous écoutent, donc si vous avez des soucis au niveau de vos logements, si vous êtes locataire du parc locatif de QS Habitat, vous pouvez directement contacter donc l'association Alice. Je pense que vous pouvez trouver leur contact sur Internet. N'hésitez pas, sur Facebook. En tout cas, vous avez des représentants aujourd'hui qui sont là pour porter vos voix, qui sont là pour vous défendre votre dignité et défendre vos droits. Tu voulais... Ouais, juste par rapport à ce qu'il disait Hamida, c'est-à-dire que la première démarche qu'on a effectuée, c'est d'aller voir ces associations pour pouvoir pour pouvoir rentrer dans l'association et qu'on puisse représenter les locataires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on nous a fermé la porte bien gentiment en nous disant qu'il n'y avait pas de place pour nous. Donc à ce moment-là, c'est là où on a décidé de se constituer. Et je vais vous donner les dates. Hein. Je pense que c'était en septembre ou octobre. Ça devait être ça, septembre, octobre. Donc on s'est constitué très rapidement. Donc on a créé notre association très rapidement, on s'est constitué très rapidement et on a été élus. Et donc il faut savoir, ça il faut le savoir, il y a des gens, enfin ces associations-là qui représentent les locataires depuis des décennies, hein, ils sont là depuis, ils ont fait un travail depuis très longtemps. Depuis 20 ans, 30 ans. On est arrivé en 3 mois et on a réussi à prendre un siège. Et là, je m'adresse aux spectateurs, hein. Il faut savoir qu'en 2018, il va y avoir donc une nouvelle élection et nous, on va se présenter chez QS Habitat. On va essayer de présenter une liste chez Habitation Moderne et également chez Opus 67. Ça, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc s'il y a des gens qui sont chez Opus 67, chez Habitation Moderne, et qui souhaitent rejoindre notre association pour défendre les droits des locataires, c'est leurs droits et les droits des autres locataires, ben je les invite à nous contacter parce que 2018, c'est demain. Et donc, si vous voulez réussir quelque chose, il faut travailler. On n'a jamais rien fait. Inch'Allah. Juste une question. J'ai cru comprendre, alors c'est des bruits de couloir, mais je pense que vous êtes mieux informé que moi pour dire exactement ce qui s'est passé, la réalité. Une fois que vous avez été élu, j'ai cru comprendre qu'ils ont essayé de changer les règles par rapport aux associations de défense de locataires, justement pour ne pas vous donner les moyens habituels que les autres associations avaient. C'est-à-dire ils ont vu, voilà, il y a une association de la diversité, des jeunes de banlieue, aujourd'hui qui ont créé une association, aujourd'hui ils sont élus, ils ont eu un certain nombre de voix. Vous avez eu combien de voix? On a eu quasiment 1 millier de voix. 1 millier de voix, c'est énorme. À peu près 25%. C'est énorme. Donc vous avez eu 25% de personnes qui ont voté pour vous. Et une fois que vous avez été élu, il y a eu un autre combat, un autre challenge, c'est-à-dire que on n'a pas été dans une réflexion, dans une logique démocratique en vous donnant les moyens, comme tout un chacun, les associations qui sont membres, les associations que vous venez de citer, mais on a essayé de faire un barrage, c'est-à-dire un barrage antidémocratique. Est-ce que c'est la réalité? On va rentrer dans le détail, il faut que, comme je l'ai précisé au début, initialement, nos démarches s'inscrivaient dans un cadre de participation. Depuis tout le temps, et on a fréquenté les quartiers populaires, que ce soit dans les centres culturels, on nous a expliqué que la jeunesse des banlieues doit s'engager et doit être dans un cadre d'investissement auprès de nos personnes âgées, auprès de la jeunesse. Une plus-value.
Tout à fait. Finalement, d'être dans la participation positive. Et donc, on s'inscrit dans cette ligne-là. On se présente, on respecte le cadre réglementaire, on crée une structure associative qui respecte tous les éléments qui est demandé par le législateur, finalement. Et dès le départ, on nous attaque dans un premier temps par voie de presse. Alors finalement, il y aurait des listes qui seraient plus ou moins acceptables et pas d'autres. À savoir que comme l'expliquait Djemal, on se présente rapidement parce qu'on connaît pas trop encore le monde. Donc les premiers venus, qu'on connaît les réseaux qu'on puisse avoir autour de nous, les familles qu'on connaît, ben on prend les premiers venus pour faire une liste. Parce qu'il faut savoir, Monsieur Kipper, qu'une liste c'est 8 personnes, c'est 4 titulaires et 4 suppléants. Donc on fait rapidement les choses. On n'a pas trop le choix d'avoir du chinois ou de l'arabe ou du turc ou du produit du terroir. On n'a pas trop le temps. Donc on fait liste. Vous avez conçu une liste. Mais ça a toujours été le modèle auparavant des autres structures dites conventionnelles et dites historiques. Ça a toujours été comme ça. Exactement. Et jamais, au grand jamais, on a entendu ces mots, on va dire ces mots savants et ces mots magiques de communautaire. Donc finalement, il y aurait un communautaire respectable qui serait représenté par des... Conventionnels. Représenté par le profil 60 ans, plutôt retraité, avec une histoire plus ancienne que la nôtre. Parce que ce qui nous différencie, en somme, c'est entre l'ancien français et le nouveau français. C'est une question d'histoire et certaines générations n'ont pas encore acté que M. Kipper, que Djemal sont aussi la nouvelle France, c'est représenté par ces visages-là. Mais lorsqu'on se présente, on est d'abord dans un premier temps attaqué sur le plan médiatique. Donc on serait communautaire, qu'il n'y aurait que c'est une liste monolithique. Non, je ne sais pas trop ce que ça signifie, parce que finalement, les conditions premières pour créer une liste, c'est de respecter le cadre réglementaire. Et Alice l'a respecté. C'est vrai qu'on... C'est pour ça que vous avez été élu. Tout à fait. Mais alors, j'accorde à nos détracteurs ou nos adversaires, il n'y a pas de souci, c'est principe démocratique. Parce que nous, on est bons joueurs. Vous voyez, quand on avait fait à l'époque notre campagne, nous, on collait nos affiches et on respectait la pluralité et la concurrence. On n'enlevait jamais... les affiches des autres. Et pour vous raconter une petite anecdote, un locataire qui me rapporte qu'un adversaire, c'était un représentant de la CNL, qui arrachait nos affiches. Et le locataire de lui répondre, mais attendez, eux, ils vous ont appris ce que c'est que la démocratie. Vous avez retrouvé votre affiche. Et vous l'avez enlevée. Elle dit, vous pouvez certainement pas me représenter. Vous avez certainement une piscine et un château. Vous y résidez dedans. Donc, c'est pas vous qui allez. Mais ça, c'est la petite anecdote pour vous dire un petit peu l'état d'esprit. Mais pour aller en profondeur, pour développer votre question. Donc, on se présente. On est attaqué au niveau... Par voie de presse. Tout de suite au début du mandat. Non. Avant que l'élection n'ait lieu. Pendant l'élection. Pendant l'élection. Donc, c'était par la voix de son président. Je puis comprendre finalement qu'on craigne la concurrence. On est réfractaire à la concurrence, c'est une chose. Mais pour autant, toutes les méthodes ne sont pas bonnes. Vous voyez? On y répond très gentiment parce que finalement, la meilleure façon d'y répondre, c'est en prenant la plume et d'une belle façon expliquer à notre interlocuteur que tout à chacun dans un pays démocratique peut et a le droit de s'exprimer par ces voies-là. Et donc à ce moment-là, finalement, nous on se tait, on répond, et je me rappelle très bien, le responsable communication avait répondu en son temps en disant que finalement c'est la diversité qui va finalement représenter ces locataires-là. Sauf combinationné, à l'époque, on avait expliqué ces choses-là de cette façon. Et on a eu raison, finalement, parce que la voix des locataires s'est exprimée. Et personne ne peut remettre en cause une élection réglementaire démocratique. À ce moment-là, on est élu. Si je dois vous raconter l'ambiance au moment du dépouillement, on a compris par la suite, il y avait des gens vraiment mal à l'aise. Mais nous, on était bon enfant, ambiance bon enfant, on est venus, on voulait vraiment s'engager, aider nos personnes âgées, nos familles, aider la jeunesse à pouvoir changer, parce que c'est à travers des vrais acteurs qui sont présents sur le terrain qu'on change les choses. Exactement. Et une fois arrivé au sein du conseil d'administration, alors là, ce qui m'a vraiment un petit peu choqué, c'est que les mêmes acteurs qu'on retrouve souvent dans ces quartiers, qui sont dans différentes structures, qui nous ont toujours tenu un discours où on nous a expliqué que c'est par l'intégration, la participation qu'on va y arriver, ces gens-là, au sein de ce conseil d'administration, ils nous ont montré, c'était froid.
C'était vraiment froid. Finalement, votre place dans les quartiers, oui, si vous voulez peut-être faire du hip-hop, du rap, mais c'est bien le hip-hop. Moi, je suis pas. Mais on en a fait. ne vous engagez pas Non, dans la mais démocratie. ceux qui perdent. Ne soyez pas des représentants. N'essayez pas de mener un combat démocratique. Si vous faites de la musique, la danse, c'est bien. Si vous voulez gérer un club de football, c'est bien. Mais à partir du moment où vous revendiquez des droits, ah non, là, on n'aime pas trop vous voir. Alors nous, moi, je veux pas me faire d'ennemis. Moi, j'ai rien contre les gens qui font du hip-hop. Jamal et moi, on en a fait quand on était jeunes. On en a fait. Je peux vous garantir que Jamal a même gagné des prix. Donc, c'est vrai que fait quand même pas mal de choses. C'est vrai que le quartier, les sens culturels. Exactement. Et c'est vrai que le quartier de l'Eso est réputé aussi pour ça. Tout à fait. Il y a les sons de la rue qui sont sortis du quartier de l'Eso. Je pense que ça a quand même fait de bonnes choses. On n'est pas là en train de jeter la pierre. On pense que l'éducation populaire à travers ce que j'appelle ces cultures populaires, le hip-hop, le rap, le sport, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas que ces éléments-là. Il faut aussi entendre que finalement, il y a une nouvelle diversité qui aspire aussi demain à être utile à sa société, à son quartier. Et il faut entendre ces voix-là. Vous voyez. Et lorsque moi, finalement, au sein de cette concentration, j'ai ressenti un rejet pire que ça. Des rumeurs dans les couloirs qui circulaient pendant l'état d'urgence, si vous avez suivi en 2015, où malheureusement notre pays a subi des attentats, on va dire, déplorables. Et là, on va tous se mettre d'accord pour dire que nul et personne ne peut accepter ces situations, mais profiter de ces drames et de ces morts pour pouvoir nous présenter comme étant des gens... Pour diviser ou pour cliver, tout à fait. Stigmatiser, ça on n'accepte pas. Et ça, c'était pour nous quelque chose, ça nous a fait très mal, parce que on a notre tempérament, on a notre caractère, mais on a été heurté, on a été blessé quelque part. Parce que des pères de famille, on est aussi des pères de famille, on a des enfants, on a notre vie normale, et on s'engage bénévolement pour venir en aide à tous les citoyens de tous les quartiers. Et je puis vous dire que c'est pas forcément le profil auquel on s'y attend qui nous appelle le plus. C'est plus la Madame Schmitt, Madame Fischer, et on les accompagne, et on va chez eux, et on essaie de les aider. Justement, par rapport à cette démarche, j'imagine que vous faites des permanences. Une fois dans la semaine, tous les 15 jours, une fois par mois, vous avez une certaine démarche de fonctionnement. Dans les permanences que vous organisez, c'est-à-dire lors des doléances, lorsque le locataire vient vous rencontrer, vous dit voilà, écoutez, monsieur, j'ai un problème dans ce domaine-là. Le problème qui ressort le plus, l'anomalie qui ressort le plus, c'est lequel? C'est quelle thématique? Je vais y répondre parce que très souvent, que ce soit moi, Hamida, après il y a encore d'autres personnes qui reçoivent les locataires. Alors ce qui revient très fréquemment, alors bon, c'est des problèmes d'humidité, la moisissure, les cafards. Alors les gens veulent déménager. Donc toutes ces problématiques qui sont récurrentes, hein, et sur l'ensemble du patrimoine quasiment, mais ça touche plus les quartiers populaires. Alors, donc des problèmes d'insalubrité. C'est surtout lié à l'insalubrité, la sécurité. Je pense que CUS Habitat a fait des efforts, donc il y a peut-être moins de problèmes de sécurité, c'est plus de l'insalubrité. Alors après, il y a aussi des problèmes de voisinage. On rencontre un petit peu de tout, mais ce qu'il en ressort le plus, je dirais, c'est l'humidité, la moisissure, les cafards. Voilà, est-ce que les personnes viennent vous voir, les locataires viennent vous voir aussi pour des loyers impayés? Je ne sais pas. Alors ça existe, mais souvent il y a ce qu'on appelle, que ce soit par la voie des assistances sociales ou des dossiers FSL, ou il y a même l'UDAF il y a des structures spécialisées dans on va dire par rapport à ces problématiques spécifiques. Il y a ce qu'on appelle l'UDAF, c'est une association de familles qui suit souvent les endettements. Il y a l'assistance sociale du secteur qui va prendre en charge. On va dire que nous, on est plus spécialisés, comme le disait Jamal, pour compléter son propos. On est souvent sur, on va dire, la présence de poubelles à l'extérieur qui ramènent des nuisibles, des rongeurs. Et ces problématiques-là, puisqu'on est maintenant, on va dire, avec les années, on s'est spécialisé, on va dire, dans ce parc immobilier par rapport aux problématiques qu'il y a. On a compris qu'on va devoir aussi contribuer par l'apport de notre expérience, parce qu'il y a des problèmes, c'est les mêmes, ils reviennent. S'ils reviennent, c'est quoi le souci? On va trouver des portes qui se cassent tout le temps. Peut-être finalement que c'est pas le bon système de porte. Il faut qu'au niveau de la direction, on s'engage sur des... Vous avez un rôle de conseil. Et vous êtes aussi visionnaire sur des éléments que tu Tout à fait. citais. On n'est pas, parce que souvent on nous prête, on souhaite nous prêter un esprit conflictuel. C'est pas notre objectif. On est aussi dans un esprit d'apport, un esprit consensuel, où on va aussi aller chez le bailleur et l'office et lui expliquer que notre rôle à nous aussi, c'est de contribuer à redorer l'image du bailleur, à pouvoir être un médiateur comme l'a fait Jamal dans des situations de voisinage, ou lorsqu'il y a des locataires qui sont très réticents vis-à-vis du rapport à la discussion, au dialogue
avec les proximités, on intervient aussi. Donc finalement, et ça fonctionne avec certaines directions, certains proximités où ça marche super bien. Vous avez parlé de poubelles. Moi, je suis un enfant du Neuf. Aujourd'hui, j'habite au Stockfeld, donc dans le secteur privé, mais j'ai longtemps habité dans le quartier populaire, dans la cité HLM. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde rue de Clairvive, rue de Brantôme, rue de Périgueux, rue de la Clepso, on a systématiquement des poubelles à l'extérieur le week-end. Je veux dire, c'est flagrant lorsqu'on passe en voiture, en vélo. Je veux dire, c'est pas beau à voir. Alors, et j'ai remarqué que systématiquement les poubelles sont pleines. Alors, c'est quoi? C'est les poubelles qui sont pas adaptées? Le problème? C'est une très bonne question que vous soulevez, parce qu'on a dans ce qu'on appelle les CCL. Les CCL sont des conseils de concertation locatifs. Ce sont des instances qui sont prévues dans le cadre de ce qu'on appelle un PCL. Un PCL étant un plan de concertation locative dans le cadre d'une concertation que la loi impose aux bailleurs avec les associations dites représentatives. Et ce PCL-là, finalement, il régit les relations qu'il y a entre les associations représentatives de locataires et le bailleur. Et en plus de cela, on y rajoute ces CCL-là qui sont des conseils de concertation locaux. Et à ce moment-là, une fois par an, nous sommes reçus par les directeurs de proximité avec lesquels on va faire un point sur les différentes problématiques. Et au fait, ça nous permet à nous, parce que c'est quelque chose d'officiel, ces instances-là, de remonter. Et on le fait, on a des équipes sur les différentes proximités qui vont, via ce qui leur sont remontés par les locataires ou parce que nous avons des gens sérieux au sein de la structure qui vont passer dans tout le parc immobilier et relever les différentes problématiques. Et donc, par la suite, il y a un rapport. C'est quelque chose de vraiment structuré, quelque chose de sérieux parce qu'on veut avancer pour nos quartiers. Et là, je vous rejoins parfaitement lorsque vous dites ça ternit l'image du quartier. Exactement. C'est gravissime. On est presque dans l'indignité. Et là, alors, se pose la question, est-ce qu'il faut, et nous, on va vers cette voie-là. Un service de nettoyage le week-end, le dimanche après-midi ou peut-être. Nous allons sur une voie, on va dire, différente, c'est de dire, des fois, on l'a remarqué, il y a un manque de poubelles. Il y a des fois, vous savez, vous avez 75 familles, il y a 5 poubelles. C'est normal que ça déborde. Alors, dans ce cas-là, si c'est passé, soit on rajoute des poubelles, soit on demande à la municipalité de passer plusieurs fois. Soit tout à fait. Mais pour les quartiers, pour ces lieux-là, moi je pense que la solution des poubelles enterrées, c'est la solution la plus pratique. C'est hygiénique, c'est hygiénique, c'est pratique, on voit plus rien et voilà. Mais à un moment donné, il faut se dire aussi que le bailleur, des fois, lui-même n'est pas conscient parce que vous savez... Parce qu'il n'y habite pas, il ne connaît pas la réalité. Tout à fait, non, mais ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. D'où la nécessité de votre devoir, quoi. Je veux dire, votre implication, elle est très importante. Parce que la température, il n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que quand on habite à Brumat, dans une maison de 200 mètres carrés, et que nous, on a grandi dans ces quartiers populaires et on connaît un petit peu tout ce qui se passe, du matin au soir, donc on est quand même... on peut mieux répondre à ce genre de problématiques. Vous êtes plus à même, donc nous, en phase avec la réalité. On est au milieu, donc on a les locataires à droite et on a le bailleur à gauche. Nous, on fait le lien entre les deux. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer la qualité de vie des locataires. Nous, ce qu'on recherche, c'est le bien pour le locataire et pour le bailleur. Tout à l'heure, il disait qu'il fallait redorer l'image du bailleur de Cus Habitat. Parce que on pense que c'est tout à fait normal de le faire. Et nous, on est un petit peu des médiateurs. Donc quand ça ne va pas, on le dit, mais quand ça va, on le dit aussi. Donc on peut être du côté du locataire, comme on peut être du côté du bailleur. Il faut dire les vérités. Moi, je rebondis sur le PCL tout à l'heure parce qu'on a un petit peu sauté le truc. C'est que quand nous, on est arrivé, on a été élu donc en 2014, il faut savoir que le PCL, il a été changé. Alors pourquoi ? Grande question. C'est quoi le PCL? Alors, c'est le plan de concertation locatif. D'accord. Hein? Si je puis jamais juste détailler, voilà. le PCL, comme je disais tout à l'heure, c'est un document qui a force réglementaire. Le législateur impose aux bailleurs, puisqu'ils sont publics, il leur impose une concertation avec les associations élues. Et ce PCL-là, c'est un document réglementaire. C'est votre ligne de conduite, c'est la feuille de route. C'est un document réglementaire qui régit les relations entre bailleurs et associations représentatives. Et justement, ce PCL-là, à l'intérieur dedans, on va parler des modalités de concertation, à hauteur de combien de réunions il faut qu'il y ait, comment ça se passe à l'intérieur. Il y a aussi ce qu'on appelle les moyens attribués à la concertation. Et je pense que c'est sur ça que Jamel voulait rebondir. Moi, je voulais rebondir là-dessus parce que tout simplement, depuis des décennies, les associations existantes, la CNL et la CSF, se sont partagées 40 000 €. Donc,
chaque année, ils se partageaient 40 000 euros. C'est-à-dire que Donc c'était 20 000 euros chacun. D'accord. Donc c'est une subvention qui est allouée À l'association. aux associations pour qu'ils Pour puissent... pouvoir travailler. C'est-à-dire ils Tout font des simplement. tracts, ils louent des salles... Pour pouvoir travailler. détailler la chose, monsieur Kipper, c'est le locataire à qui on impute chacun 2 euros. Qui est reversé. 2 euros. D'accord. Donc, quand on a 20 000 locataires, c'est D'accord. 40 000 euros et qui sont reversés à ces associations-là pour travailler pour le Et locataire. donc là, il fallait partager à 3. à Bah, 4. à quatre. Parce que finalement, Alors, oui. il y a eu, voilà, je vais continuer là-dessus. Donc, avant 2014, donc il y avait que ces deux Deux fameuses assos. associations, la CNL et la CSF, donc ils se partageaient 40 000 euros chaque année. Et quand nous on est arrivés, donc bon, c'est vrai qu'il y a une association qui s'est Une rajoutée, scission à l'intérieur. Une scission, c'est la CLCV, qui a eu également un siège. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus. Il faut juste préciser, Jamal, excuse-moi de te couper. Je précise juste, initialement, ces deux structures, c'est la CSF et la CNL, qui, bon ami, je pense, s'entendaient parfaitement. Il n'avait pas finalement de vocation à défendre le terre locataire, parce que derrière, on a compris que c'est des subventions, c'est des jetons de présence, D'accord. c'est beaucoup de choses C'est une derrière. scission arrangée. Oh, non, c'est pas ça. C'est que non, c'est que à l'intérieur de eux-mêmes, on va dire la CSF et la CNL ont toujours eu deux administrateurs. Mais à l'intérieur de la CSF, il y a ce qu'on appelle une prise de tête à l'intérieur entre eux. La CSF, Et un conflit interne. il y a un conflit de pouvoir, on va appeler ça comme ça. Et certaines de la CSF se sont retirées et ont créé une autre. Pas ont créé, ils se sont affiliés à une structure nationale de la CSCV et donc Et ils ont participé aux élections. ils ont aussi fait et en plus Alice cette année-là s'est présentée. Donc D'accord. là ça je fait vous 4 associations D'accord. pour un siège chacun. D'accord. Donc, si vous voulez, Donc vous êtes 4. Tout Vous a êtes été 4. divisé par 4. Donc, il faut savoir que cette subvention, elle est au prorata du suffrage. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grande surprise, c'est qu'on nous a dit non, on va pas vous allouer cette somme. Ça représentait à peu près 10 000 euros. C'était à peu près 10 000 euros qu'on se partageait chacun. Mais donc, on a fait un peu de forcing. On a réussi à avoir la première subvention qui nous a permis de pouvoir travailler sur le. Il faut juste rappeler, Jamal, il faut rappeler initialement que le PCL, le dernier PCL qui avait été signé avec les autres associations, impliquait que le versement de cette subvention-là se faisait forfaitairement. Et lorsqu'Alice est arrivé au conseil d'administration, la direction explique qu'il faut renégocier les modalités d'attribution. Alors qu'ils n'ont pas le droit. Alors qu'ils n'ont pas le droit. Alors, ça dépend. Ça on va dépend. dire que c'est plus c'est sûr. Réglementairement, ils peuvent le faire parce que on va dire que au niveau national, chaque bailleur Négocie. c'est une négociation. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi auparavant la négociation était de donner forfaitairement et lorsqu'Alice est intervenue, on propose de donner sur justificatif de frais réels. Mais comment demander à une association naissante, jeune, qui n'a pas de moyens, d'avancer des frais qu'ils n'ont pas? Vous voyez? Et donc avoir proposé finalement cette modification relevait pour notre part d'une modification de circonstances à raison de l'arrivée d'Alice et qu'on estimait pour nous discriminatoire. Quelqu'un nous dit magouille démocratique. Certains me disent beaucoup de rats à l'Elzo. Est-ce qu'il y a beaucoup de rats à l'Elzo? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a. On va dire que c'est. Il a raison. Enfin, ce qu'il dit, c'est juste. Mais il n'y a pas que à l'Elzo. Il y a des rats peut-être un petit peu partout. Certains nous, me disent. On est quand même dans une émission ici. Ça s'appelle Sans langue de bois. Donc il dit moins de subventions pour les bières. Je ne sais pas si ça reflète la réalité ou pas. Je sais que vous ne consommez pas de bière. Là où je peux vous rassurer, Monsieur Kipper, c'est que l'état du patrimoine, lorsqu'on va en réunion au sein du parc immobilier de QS Habitat, c'est pas le même état que dans les logements sociaux là où on réside. Ça, je peux vous le garantir. Mais je pense que nous devons tous conjointement faire des efforts, que ce soit le bailleur, l'association de locataires, les locataires, parce que des fois, il y a des locataires qui aussi, ils ont une part de responsabilité. Lorsque certains locataires ne respectent pas les obligations réglementaires qui sont les leurs, on est là aussi pour leur dire, attention, vous avez des obligations, il faut les respecter aussi. Exactement. Mais on le dit toujours au bailleur que le premier responsable, c'est le bailleur, parce que le bailleur, il a une obligation de réactivité. La loi lui fait obligation d'intervenir. Certains me disent il y a une quantité impressionnante de véhicules épaves qui encombrent les parkings des zones HLM. Tout à fait. C'est un sujet. C'est récurrent. C'est récurrent. Est-ce qu'il y a un vrai problème dans ça? C'est récurrent, mais parce que finalement, il y a... Surtout autour de l'hôpital d'Haute-Pierre, on me dit. Mais il n'y a pas que à Haute-Pierre, mais c'est vrai que je pense qu'à Haute-Pierre, c'est vraiment là où c'est vraiment concentré. Et on voit, il y a aussi de la mécanique sauvage. Hein, alors nous, on essaie de faire remonter les informations. Quand on connaît les gens, on essaie d'aller les voir.
ça bouge pas trop. Donc si ça bouge pas trop, il faut faire intervenir les forces de l'ordre. Et je veux dire, quand nous on fait remonter les informations au bailleur, eh ben c'est le bailleur qui doit prendre les initiatives, même si le parking appartient à la ville de Strasbourg, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas à nous d'aller virer les véhicules qui gênent et les véhicules qui sont des voitures des épaves. D'accord. Rappelons que nous n'avons pas de pouvoir policier et que notre rôle premier est d'intervenir auprès du bailleur et des locataires pour changer le cadre de vie de ces locataires-là. Par contre, l'obligation incombe au bailleur finalement que de faire un signalement aux forces de l'ordre pour venir, on va dire, mettre un trait sous le pneu pour savoir combien de jours reste, parce qu'il y a aussi des dispositions, il y a des modalités, il y a une façon de une faire. Réglementation autour voilà. de ça. Mais il incombe toujours à l'office de faire son travail. Des fois, déborder sont-ils, parce que quand on a 20 000 logements, monsieur Kipper, c'est énorme. Mais je pense que les gens qui sont dans ces proximités-là, comme vous, comme nous, ont un salaire, travaillent, donc ils doivent finalement mériter aussi leur salaire. Exactement. Et mettre en œuvre les actions qu'il faut. En tout cas, chers téléspectateurs, donc c'était une première prise de contact avec l'association Alice. Nous arrivons à grands pas vers la fin de notre émission. En tout cas, sachez que vous avez des interlocuteurs qui sont à votre écoute. Pour les joindre, vous pouvez les joindre sur alice.strasbourg@yahoo.fr. Donc pour tous ceux qui habitent dans le parc locatif de Cusabitat. Vous, ça peut se... Finalement, notre action, c'est pas que Cusabitat, c'est tous les locataires, tous les locataires on est au sein du conseil d'administration de Cusabitat, j'y siège à l'intérieur, donc on a une spécialité à l'intérieur parce qu'on sait comment fonctionne ce parc immobilier. Mais tous les autres locataires, quel que soit le bailleur, peuvent venir vers nous pour qu'on puisse les éclairer par rapport à leurs difficultés, parce que Alice a vocation à accompagner tous les locataires des logements sociaux. Donc c'est ça le but. Donc le message que M. Boudgata vient de passer, donc c'est pas juste les locataires de Cusabitat, mais tous ceux qui sont habitants, locataires dans les bailleurs sociaux à l'échelle de l'agglomération de l'Eurométropole de Strasbourg. Vous pouvez prendre attache avec eux. Je rappelle de nouveau le mail, donc c'est alice.strasbourg@yahoo.fr. Je peux également communiquer le numéro de téléphone qui se situe sur l'affiche. Donc c'est le 07 53 85 82 62. N'hésitez pas. Je pense qu'il faut soutenir cette association-là. Là, je vais montrer si on peut à la caméra Sinan. Voilà. Donc l'affiche de Alice. Voilà, c'est leur affichette. Là, on est en plein dedans. Hein. Il y a des conseils de concertation locaux qui vont avoir lieu, dans pas très longtemps. Et donc, il y a ces affiches qu'on peut retrouver dans chaque secteur. Et demain, mardi, il y a le conseil qui aura lieu dans le quartier de l'Elzo. Donc, si vous voyez ça un petit peu, c'est tout à fait normal. Je vais prendre vos derniers messages. Voilà, un dernier mot, c'est surtout mettre en évidence que dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de personnes, monsieur Kipper, qui souffrent. Ils sont en souffrance, des personnes âgées qui sont quasiment des fois laissées pour compte. Et on a tous, tout à chacun ce rôle que de venir les aider, accompagner ces personnes-là. Et comme je le dis souvent, c'est un petit peu mon adage, c'était l'adage de l'abbé Pierre, qui disait, si vous savez tous sans savoir ce qu'est la misère de ceux qui souffrent, vous serez alors avec toutes vos connaissances des chefs désastreux pour demain. Vous êtes un vrai poète, hein, monsieur Boudgata. Il faut bien, on doit cela à la République, monsieur Kipper. Ça c'est vrai. Pour terminer, moi Jamel, tes dernières phrases. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent à venir nous rejoindre en tant que membres ou en tant que personnes qui souhaiteraient participer. Donc comme je vous ai dit, en 2018, il va y avoir les élections et on espère se présenter donc chez Cusabitat de nouveau, Habitation Moderne, au plus 67. Il y a d'autres bailleurs, mais il nous faut des personnes courageuses, parce qu'il faut du courage pour pouvoir travailler. Donc c'est vrai que c'est du bénévolat, il faut prendre pour soi. Mais c'est pour les gens de demain, c'est pour nos enfants, c'est pour nos parents. Pour la bonne cause. Et donc voilà, c'est pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie de vos présences. Donc vous êtes les représentants de l'association des locataires indépendants de Strasbourg. L'acronyme c'est Alice. Merci de votre présence et j'espère qu'on pourra vous revoir sur un autre plateau. Et en tout cas, sachez que Média France TV, la porte vous est grandement ouverte et vous pouvez même venir avec les locataires, même faire un débat s'il le faut ici. Merci pour votre invitation, voilà. Monsieur Kipper. Donc on vous remercie. Merci beaucoup. Mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum, bonne soirée et à très bientôt.